Moscou dit avoir utilisé des missiles hypersoniques Kinjal dans l'ouest de l'Ukraine et à Mykolaïv dans le sud, une frappe russe sur une caserne militaire fait des dizaines de morts. Près de 300 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Hongrie où l'aide s'organise, notamment pour prendre en charge les nombreux enfants. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie perturbent de nombreux secteurs économiques. C'est le cas de l'agriculture. Reportage dans ce journal auprès de 2 agriculteurs dans l'ouest de la France. Commémoration des attentats de mars 2012 à Toulouse. Il y a 10 ans, le terroriste islamique Mohamed Merah avait assassiné 3 soldats, 3 écoliers juifs et leurs professeurs. La libération de l'ancien Premier ministre bulgare Boyko Borisov avait été arrêté dans le cadre d'une enquête anticorruption. La justice a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour l'inculper. Ces images ont été diffusées ce samedi par le ministère russe de la Défense et présentées comme des frappes aériennes sur des véhicules de l'armée ukrainienne. Moscou annonce également avoir utilisé vendredi des missiles hypersoniques Kinjal pour détruire un entrepôt souterrain d'armement dans l'ouest de l'Ukraine. Un type de missile très manœuvrable et qui défie tous les systèmes de défense anti-aérienne selon le Kremlin. Et le porte-parole officiel du ministère russe de la Défense de dresser un nouveau bilan. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 196 drones ukrainiens, 1438 chars et autres véhicules de combat blindés, 145 lance-roquettes multiples, 556 pièces d'artillerie de campagne et de mortiers, ainsi que 1237 unités de véhicules militaires spéciaux ukrainiens ont été détruits. Dans le sud de l'Ukraine, à Mykolaïv, les recherches se poursuivaient ce samedi pour retrouver d'éventuels survivants après qu'une caserne ukrainienne a été totalement dévastée par une frappe russe. Quelques 200 jeunes soldats étaient cantonnés dans cette caserne. Une quarantaine d'entre eux auraient été tués selon Kiev. Plusieurs villages de la région seraient par ailleurs occupés par les troupes russes. Des batailles tactiques d'importance locale sont en cours. Les forces russes se concentrent en direction de 5 villes, Izium, Volnovakha, Mariupol, Kherson et Mykolaïv. Par ailleurs, le commandant de la 8e armée du district militaire sud de la Russie aurait été tué. Du côté de Mariupol, la situation est catastrophique. Kiev a admis avoir temporairement perdu accès à la mer d'Azov, ainsi que le contrôle d'Azovstal, une grosse aciérie à la périphérie de la ville. Enfin, la mise en place de 10 corridors humanitaires aurait été convenue avec la Russie à Mariupol, mais aussi dans les régions de Kiev et de Louhansk. Près de 300 000 réfugiés ukrainiens sont déjà arrivés en Hongrie. La plupart d'entre eux ne font que traverser le pays et cherchent un logement provisoire. Pour les aider, l'organisation Migration Aid a aménagé un foyer de travailleurs loué grâce à des dons. Ici, il y a 64 chambres, 280 lits et de la nourriture. Les bénévoles ne ménagent pas leurs efforts pour accueillir ces réfugiés. Il arrive un moment où tout le monde commence à être fatigué, raconte Andras, l'un des responsables de l'organisation. C'est pourquoi je propose aussi à nos volontaires de dormir ici. Ils ne dorment qu'1 ou 2 heures, c'est un véritable marathon. Ceux qui veulent aider doivent aussi se détendre, prendre un jour de repos, sinon ils finissent par s'épuiser. À la gare de l'Est de Budapest, d'autres organisations et des églises tentent de rendre les heures d'attente plus tolérables pour les femmes et les enfants qui sont nombreux parmi les réfugiés. Dans ces espaces dédiés, les mamans peuvent changer les couches, allaiter et les enfants peuvent jouer. Les adolescents, eux, dessinent. C'est une manière d'évacuer leur traumatisme. Selon les Nations Unies, près de la moitié des réfugiés sont des enfants. La plupart des bénévoles à qui j'ai parlé dans le coin des enfants disent qu'ils sont très fatigués et que la vulnérabilité des enfants les touche mentalement, explique l'envoyé spécial d'Euronews, Nora Chenouda. En même temps, ils disent aussi qu'aider ces réfugiés leur donne de la force. La guerre en Ukraine se fait sentir jusqu'ici, dans l'ouest de la France. Nous sommes à Pruy-le-Chétif, dans l'exploitation agricole d'Isabelle Le Bailleur. Élevage de porcs et de volailles, des animaux nourris avec des grains, blé, maïs, colza. Or, les prix de ces matières premières se sont envolés à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie. Aujourd'hui, l'impact pour nos exploitations, il est direct. C'est-à-dire que le ciseau des prix entre le prix où on est capable de vendre et qui n'a quasiment pas bougé, et le prix de revient de nos animaux qui a augmenté de 50% de par l'augmentation des grains, des matières premières, c'est tout juste insupportable. À quelques kilomètres de là, l'exploitation de Philippe Dutertre, éleveur céréalier à Chemiré-le-Gaudin.
lui aussi s'inquiète de l'impact du conflit en Ukraine dans le monde agricole. Selon lui, cette crise devrait nous amener à garantir une meilleure sécurité alimentaire. J'espère que l'Europe et les gouvernements souhaiteront garder une agriculture forte et donc qu'on puisse malgré tout, et on a les moyens de produire notre nourriture, nourrir notre peuple. Pour tenter de maîtriser la flambée des prix de l'alimentation, le gouvernement français a récemment proposé de rouvrir les négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels de l'agroalimentation. Émotion et recueillement à Toulouse, 10 ans après les attentats perpétrés par Mohamed Merah. Citoyens, élus, militaires, représentants de la communauté juive se sont rassemblés pour commémorer les attentats de mars 2012 qui avaient tué 3 soldats, 3 écoliers juifs et leurs professeurs. Le 19 mars 2012, le terroriste islamique Mohamed Merah ouvre le feu devant l'école juive de Toulouse aux Zahra Torah, tuant Jonathan Sandler, un enseignant, et ses 2 fils, Gabriel et Arié, âgés de 3 et 6 ans. Il s'en prend également à une fillette de 8 ans, Myriam Monsonego. Quelques jours plus tôt, le terroriste avait assassiné 3 militaires à Toulouse et Montauban, Imad Ibn Ziaten, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad. Retranché dans son appartement, Mohamed Merah sera finalement tué par les policiers du RAID le 22 mars. La France, qui n'avait plus connu d'attentat sur son sol depuis 1996, découvre alors avec effroi qu'un jeune de 23 ans ayant grandi dans un quartier populaire toulousain a frappé sur son sol. Le début d'une série d'attaques djihadistes avec un nouveau mode opératoire en France et dans d'autres pays européens. En Bulgarie, l'ancien Premier ministre Boyko Borisov a été libéré ce vendredi, moins de 24 heures après son interpellation. Il a été accueilli par plusieurs partisans à sa sortie du commissariat central de Sofia. Il avait été arrêté dans le cadre d'une vaste opération policière liée à des soupçons de corruption. Une opération ordonnée par le ministère bulgare de l'Intérieur en lien avec le parquet européen chargé de la lutte contre la fraude. Les autorités avaient ainsi voulu contourner la justice bulgare, notamment le procureur général, régulièrement accusé de passivité dans les dossiers de corruption. Le parquet a justifié sa décision de relâcher Boyko Borisov en affirmant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour inculper l'ancien Premier ministre. L'actuel chef du gouvernement, Kirill Petkov, avait du mal à dissimuler sa colère ce vendredi soir. Il a accusé le parquet de saboter ses efforts dans la lutte contre la corruption. Kirill Petkov est à la tête du gouvernement depuis décembre dernier. Avec son parti, victorieux des dernières législatives, il a promis d'éradiquer la corruption en Bulgarie et d'en finir notamment avec l'affairisme ayant caractérisé, selon lui, les 10 ans de pouvoir de Boyko Borisov. En Syrie, plusieurs centaines de personnes ont participé à une manifestation il y a quelques jours à Idlib. Une manifestation pour marquer le 11e anniversaire du soulèvement contre le régime de Bachar al-Assad. Ces manifestants ont exprimé leur solidarité avec l'Ukraine en guerre contre la Russie. Ici, les rebelles en veulent toujours à Moscou qui avait apporté une aide militaire à l'armée de Bachar al-Assad lors de la guerre civile. La justice brésilienne a décidé de bloquer la plateforme Telegram. Cette messagerie en ligne est très utilisée par les Brésiliens et notamment par le président Jair Bolsonaro. La Cour suprême a estimé que Telegram avait ignoré les demandes répétées de la justice qui réclamait la suppression de messages contenant de la désinformation, d'où l'ordre de suspendre l'utilisation de cette messagerie. Le président a dénoncé cette mesure, déclarant que cela mettait en danger la liberté même des Brésiliens. 3 cosmonautes russes ont décollé ce vendredi du Kazakhstan à bord d'une fusée Soyouz. Leur module s'est ensuite arrimé à l'ISS, la station spatiale internationale, où ils ont été accueillis par l'équipage actuellement composé de 2 Russes, 4 Américains et un Allemand. Jusque-là, la guerre en Ukraine n'a pas eu d'incidence sur la vie de l'équipage en orbite, mais certains spécialistes craignent que les sanctions décrétées par les Occidentaux contre la Russie aient un impact sur la coopération spatiale. 5 nouvelles tombes antiques découvertes en Égypte. C'est à Saqqara, site de la première pyramide située au sud du Caire, qu'une mission égyptienne a trouvé ces chambres funéraires datant de plus de 4600 ans. En bon état de conservation, elle serait le lieu de repos final de hauts fonctionnaires. Les archéologues travaillent actuellement au nettoyage et à la documentation des cimetières découverts. La région de Saqqara est un musée ouvert présentant des antiquités de différentes époques de l'histoire égyptienne.
De nombreuses découvertes y ont été faites ces dernières années.